Objectif Élysée, la suite, vous l'avez compris, on a fait le choix ce soir sur LCI de s'intéresser aux autres candidats, pour ne pas dire de manière péjorative les petits candidats, ceux dont on parle beaucoup moins que les ténors, ceux qui tiennent la corde dans les sondages, les intentions de vote pour la présidentielle. 3 invités autour de cette table. Un troisième nous a rejoint, Florian Silnicki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en stratégie de communication et fondateur de la French Com. Olivier Rocan, toujours avec nous, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques. Votre livre, tiens, on en profite pour le montrer à l'écran, sa couverture, En finir avec le président, aux éditions François Baurin et Karl Aderhold. Bonsoir, historien, auteur de Droit d'inventaire avant élection. La gauche est morte, vive la gauche, et ça c'est aux éditions First. Continuons de parler de Jacques Cheminade. Je pose une question au politologue Olivier Rocan. Qu'est-ce qui pousse un homme comme Jacques Cheminade à se présenter pour la 3e fois à la présidentielle? Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son objectif? Il sait pertinemment qu'il n'y a pas d'élection à la clé. Non, mais je pense qu'il a la certitude d'avoir une sorte de message à révéler. Oui, ça doit être un peu de l'ordre un peu mystique en même temps, une révélation. Bon, et ensuite, il profite des règles du jeu. Hein. Il sait très bien qu'il y a cette règle du jeu. Une fois qu'on a ces 500 signatures, eh bien, on peut faire son tour de piste et obtenir une notoriété qu'on n'obtiendrait jamais du fait de son parcours dans n'importe quel autre système ou sphère. C'est pas dans la sphère économique ou autre. Donc voilà, c'est une tribune qu'il occupe, il en connaît les règles, il a les financements. Là aussi, on pourrait chercher... Comment est-ce qu'on obtient les financements, justement? Florian Silnicki, comment est-ce qu'on obtient les financements quand on est Jacques Cheminade, qu'on a déjà obtenu les parrainages? Et c'est tant mieux. Comment est-ce qu'on va taper à la porte des banques et demander de l'argent? On défile devant les banques et on explique qu'on a 500 parrainages et que donc on est en capacité de représenter la voix des territoires et de faire campagne, et qu'on est au fond aussi légitime que tous les autres. Une fois que vous avez 500 parrainages, vous n'avez que peu de difficultés à lever les fonds, parce qu'au fond, les banques ont tout intérêt à vous financer à partir du moment où vous avez ces parrainages. Pourquoi? Ce qui est intéressant, pourquoi une banque a tout intérêt à financer? Parce qu'une banque, elle a intérêt à financer, au fond, les 500 élus qui ont soutenu le candidat. Jacques Cheminade, 75 ans, doyen des candidats, on le disait, première candidature, c'était en 95. C'est intéressant d'ailleurs de voir que, malgré l'expérience qui est la sienne, il n'a tiré aucune leçon de communication. Sa stratégie, elle est toujours aussi mauvaise. On voit bien que c'est un candidat qui n'a pas tiré de leçon sur la façon dont il diffuse les messages aux Français. Il n'arrive pas à accrocher l'opinion publique, ce qui fait qu'il ne décolle pas dans les sondages. Il tourne autour de 85-90 000 votes pour les 2 derniers scrutins. Bien sûr, parce que même ses interventions dans les débats, elles sont souvent totalement incompréhensibles. C'est quelqu'un qui bafouille quelques messages très techno, totalement incompréhensibles par la majorité des Français. Alors que faites-vous, les communicants? C'est vrai, vous devez poser cette question d'ailleurs à ces communicants. Au fond, en tout cas, l'image qui est la sienne aujourd'hui, honnêtement, elle est entre le papy sympa et le savant fou. On alterne et on ne sait pas bien ce qu'il aurait à proposer dans cette campagne. Qu'est-ce qu'il va faire de la France si jamais il accédait aux responsabilités? Il n'a même pas été capable de diffuser ce message. On ne sait pas avec ce candidat, au fond, quel est le dessein qu'il a pour le pays pour lequel il prétend aux plus hautes responsabilités. Et c'est quand même une difficulté. Mais on connaît son slogan, libérons-nous de l'occupation financière. Qui est d'ailleurs totalement excessif. Et on voit bien que c'est un vocabulaire totalement inapproprié. Honnêtement, c'est parfaitement inadapté comme slogan. Et vous partagez cet avis, Olivier? Oui, ce que nous disions tout à l'heure, donc... Et parfois des petits dérapages de langage, c'est pas la première fois. Mais là, il en fait quand même son slogan. Bon, et Jacques Cheminade, il a un style assez, je dirais pas agressif ou excessif, mais dans tous les cas assez à la fois austère et on pourrait dire un peu outrancier de temps en temps. Alors, mais ça n'imprime pas, comme vous le dites, malgré cette volonté d'affirmer de façon un peu péremptoire certains messages. Pour autant, ça se dilue complètement et sa notoriété est là, mais ça ne suscite pas une adhésion. Bon, donc c'est la curiosité de ces règles de la présidentielle, c'est à la fois très démocratique, parce que des personnalités telles que Cheminade ou Barbu, pour parler de l'ancien temps, ont pu faire leur campagne. Donc ça a un côté très démocratique, c'est l'égalité. En même temps,
ça donne rétrospectivement, on est toujours un peu, en tant qu'électeur et téléspectateur, un peu saisi et surpris de voir défiler des quasi-inconnus qui viennent raconter leur vision de la France. Donc voilà, pour Jacques Cheminade, ça n'a pas, on parlait tout à l'heure de Philippe Poutou qui apparaît un peu sympathique sur le plan du charisme, mais Cheminade ne dégage pas la même chose. Ouais, on va se concentrer sur Jacques Cheminade. Il se présente comme un gaulliste de gauche. Est-ce que c'est vendeur, ça ? Honnêtement, en tout cas, ce sont des références usées qui sont devenues des lieux communs tellement dévoyés que l'opinion publique n'y est absolument plus sensible. Par ailleurs, je partage évidemment l'opinion d'Olivier à l'instant sur la notoriété qu'il aurait pu d'ailleurs davantage construire et acquérir et qu'il n'a pas réussi à construire. Et au fond, la notoriété qu'il a aujourd'hui, elle est essentiellement basée chez les Français sur l'idée d'une proposition un peu farfelue, ou en tout cas particulièrement fun, qu'il a émise, qui est la colonisation de Mars. Et c'est pas ce sur quoi le candidat aimerait être identifié. Ça démontre au fond aussi ce manque de présence sur l'échiquier politique de ce candidat. Ça démontre qu'il ne répond pas à un besoin pourtant exprimé par les Français de renouvellement du personnel politique. Par ailleurs, il faut évidemment saluer que c'est très sain sur le plan démocratique que chacun puisse être candidat et y arrive avec ses 500 parrainages. Karl Aderhold, historien spécialiste de la gauche. Je ne sais pas si on peut vraiment classer Jacques Cheminade à gauche. Oui. Moi aussi, je voudrais souligner le caractère un peu confus de ces propositions, par exemple sur l'immigration, quand il est à la fois pour l'accueil large des migrants, mais aussi pour une immigration sélective où on choisirait en fonction des besoins de la France et des métiers, et qui en même temps, il prône un développement, si j'ai bien compris, une coopération avec les pays en voie de développement pour les aider, etc. Il y a vraiment des propositions qui sont très confuses, peu lisibles et qui disent un peu tout et son contraire, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'a pas capitalisé sur ses précédentes campagnes. Et on ne sait toujours pas ce qu'il pense, au fond. Ni sur le débat, d'ailleurs. Oui, il n'a pas du tout maîtrisé l'exercice du débat. Il y était manifestement ou impréparé ou très mal à l'aise. Et ça n'a pas suffi à le révéler aux Français et à permettre de lancer ou relancer sa campagne. Puis il n'y a pas de force politique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun essaimage, aucun militantisme, aucune organisation sur le territoire. Il a un petit parti, quand même. Oui, un petit parti, mais bon... Solidarité et progrès. Petit parti, petit. Chose comme ça, Je vous écoute tous les trois et j'ai l'impression que vous n'osez pas mettre le doigt sur quelque chose de particulier qui concernerait Jacques Cheminade. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec son inspiration principale, Lyndon LaRouche, dont on parlait tout à l'heure, très très controversé aux États-Unis, on le disait, homophobe, antisémite, complotiste, bref, tout ce qui ne va pas. Mais depuis 1995, les gens ne peuvent s'empêcher de dire Cheminade, il a quelque chose qui me fait penser à une secte, à un gourou. Un certain nombre de personnes le désignent ainsi. Il faut remarquer en tout cas qu'il a réussi à avoir ses parrainages et que c'est un exercice extrêmement compliqué en pratique que lui, manifestement, il a réussi à surmonter. C'est sain sur le plan démocratique. Ensuite, la question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Manifestement, la communication n'est pas travaillée et le fond est illisible. C'est quand même aujourd'hui deux problèmes lorsque vous avez une masse d'électeurs qui s'enfoncent dans une déprime collective et s'éloignent de la parole politique. Bon, alors je vous pose la question, je ne sais pas si vous allez répondre, si vous pourrez répondre, mais comment est-ce qu'on obtient les 500 parrainages dans son cas ? Comment est-ce qu'on obtient les 500 parrainages dans son cas ? Moi, je ne peux pas répondre, puisque j'ai dit tout à l'heure, il faudrait enquêter sur la question. Oui, non, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir répondre. On va voir les élus un par un. On va voir les élus un par un. On fait des déjeuners avec eux. Et on leur vend quoi ? Et on fait en sorte de leur vendre une vision de la France, un programme. C'est ça, au fond, le mécanisme de récolte des parrainages. Alors, faire le tri d'ailleurs qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, la difficulté de la récolte des parrainages, elle est encore plus grande pour ces candidats, pour ces petits candidats, parce que c'est public. Donc, chacun sait pour qui l'élu en capacité de le faire a parrainé une candidature. Enfin, chacun sait la candidature qui a été parrainée et ça renforce la difficulté de l'exercice pour ces candidats qui ne sont pas les mieux positionnés dans les études d'opinion publique. Olivier Roucan.
Non, la question qui reste posée, c'est des petits candidats, d'autres qui sont un peu plus gros, pour reprendre ce langage que Jacques Cheminade, les obtiennent pas, les 500 signatures, parce que c'est très dur, comme vous le dites. On a vu Michel Alliot-Marie, par exemple, dont la notoriété paraît plus assise. Ramayad, ministre Exactement. quand même. Et on a vu d'ailleurs ces deux candidatures totalement échouées une par la personnalité telle que Jacques Cheminade les obtient. C'est là où je dis que c'est fait étonnant. On restera là-dessus. Quelques points de son programme. Il veut permettre de nouveau à la Banque de France de prêter sans intérêt à l'État pour le financement de grands projets. Ça pose pas de problème, ça, a priori, sur le papier, Karl Alderhold? À condition, effectivement, de sortir de tous les traités européens. Enfin bon, c'est un peu ce qui... Il y a une cohérence là de ce point de vue-là. On ne peut pas lui retirer ça entre la sortie de l'euro, etc. Donc il y a une cohérence. Après, est-ce que c'est concrètement réalisable? Est-ce que ça a un sens économique? Ça, c'est une autre question, je dirais. Florent Silnicki. C'est un personnage d'ailleurs qui n'arrive pas à imprimer une proposition. Ça aurait pu être celle-là, ça aurait pu en être une autre. Marine Le Pen, elle par exemple, elle a choisi de ne plus communiquer sur cette sortie de l'euro parce que ça inquiétait une partie de ses électeurs potentiels. Lui, c'est des propositions financières sur lesquelles il communique régulièrement et il n'a pas tiré les leçons de ce que les candidats... alors que certains grands candidats sur les mêmes thématiques ont tiré les leçons et communiquent mieux ou plus sur certains sujets. Ce que vous nous dites, c'est que les gens, finalement, quand on leur parle de Jacques Cheminade, retiennent la colonisation de Mars. Exactement. Parce qu'au fond, c'est ce qui a le plus impactant. Et vote pour lui, en tout cas pour 90 000 d'entre eux, à peu près. C'est ce qui a été le cas en 95 et à l'occasion du dernier scrutin. Jacques Cheminade qui est crédité de 0,5% des voix au premier tour de la présidentielle. On est vraiment au fond de la marge d'erreur qui se situe à 2,5% à peu près, pour un sondage effectué auprès d'un millier de sondés. Ça veut dire que l'argent dépensé ne sera pas remboursé? A priori. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que honnêtement, personne n'est aujourd'hui en capacité de mesurer ce que représente Jacques Cheminade dans l'opinion, et on verra au moment des urnes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas su profiter d'une occasion en or qu'étaient ces débats télévisés. On sait qu'il n'a pas su imprimer... Est-ce qu'il avait vraiment une carte à jouer à l'occasion de ces débats? Il avait évidemment une carte à jouer. Et cette carte à jouer, elle était de se faire remarquer et de se démarquer d'ailleurs des autres candidats plus conventionnels, notamment à une époque où les Français sont de plus en plus attentifs à ces nouveaux visages. Je crois aussi qu'il y a quand même une difficulté pour ce personnage. Il y a presque une dissonance entre les propositions qu'il porte et le personnage qu'il incarne. Et ce qu'il montre dans une société de l'image compte plus que tout, c'est tautologique. Et vous avez un personnage extrêmement rigide, qui n'arrive pas totalement à diffuser ses messages. Et quand un personnage aussi rigide dans sa forme, n'arrive pas au fond à s'émanciper du personnage personnel qui est le sien, il n'arrive pas à se construire un personnage politique qui soit suffisamment à l'aise à la télévision pour diffuser des messages très forts et impactants sur l'opinion publique, ça pose une difficulté. Il n'a pas non plus su tirer les leçons de ses campagnes précédentes, manifestement parce qu'il n'émerge pas plus, sa campagne ne prend pas davantage et il n'est pas perçu différemment de ce qu'il était par les Français aujourd'hui. Mot de conclusion, Olivier Roucan, sur Jacques Cheminade. Oui, c'est ça, c'est un personnage qui est en décalage, c'est vrai, avec ce qu'il pourrait incarner et ce qui est attendu, un renouvellement du style et du personnel politique. Or, il incarne finalement un personnel politique à l'ancienne. Et sur le ton, il séduit peu parce qu'il est assez rigide. Donc, il y a un décalage là qui explique en partie le fait qu'après trois tentatives, il ait un score pour l'instant dans les intentions de vote, évidemment aussi faible. On va passer à Philippe Poutou, qui était ce soir l'invité, Florent Silnicki, puisque vous nous rejoignez autour de cette table, l'invité du 20h de TF1 dans le cadre de la série Demain, président. Première question que lui pose Gilles Boulot. Que feriez-vous en arrivant juste après votre élection à la présidence? Il remplace le drapeau national par un drapeau tout rouge, je reprends ces mots, et il supprime le défilé militaire du 14 juillet. C'est un cas d'école pour les communicants que vous êtes, ça, Philippe Poutou?
Plutôt. Mais je dois dire d'ailleurs que lui, il a très bien compris. Lui, il a tiré au fond toutes les leçons de ses erreurs passées. Il a très bien compris comment on pouvait communiquer avec les médias et même parfois contre eux. Il a compris au fond comment on pouvait... j'allais dire trachiser la parole politique. Il a compris qu'il fallait passer des messages cash, que les Français voulaient un message naturel, un message de vérité. Et donc, il a incarné cette parole, au point d'ailleurs de déstabiliser deux des gros candidats lors des débats. Il a été celui qui a tenté, au fond, de jouer sa carte du renouvellement, de celui qui dit ce que les Français pensent, ou en tout cas qui dit ce qu'ils pensent vraiment, sans filtre. Et ça, c'est plutôt un très beau coup pour lui. Son clip est un autre beau coup. Donc, c'est quelqu'un qui a su, au fond, adapter une communication politique à ce moment de la campagne où, au fond, la communication compte plus que la politique elle-même, parce qu'on a un moment où il faut faire du marketing électoral, il faut accrocher les électeurs, il faut consolider son camp. Et ça, pour l'instant, il a su le faire. Il a su aussi, sans doute, un peu s'inspirer de ce qu'avait fait Olivier Besancenot. Mais en tout cas, il a sa place. Il incarne quelque chose de solide sur son nom, alors que, par exemple, Nathalie Arthaud aura et a beaucoup plus de mal à être la nouvelle Arlette Laguillet. Ouais. Karl Alderol, vous êtes du même avis ? Avec un petit bémol, je pense que son électorat, son noyau dur, est un peu heurté par cette campagne qui est un peu trop second degré à leurs yeux. C'est-à-dire qu'au NPA, on est quand même assez pur et dur, et en particulier, je pense à son clip, qui est un peu second degré et dérision. On parle du clip dans lequel il parodie une émission dans laquelle il était invité. Exactement. Voilà, exactement. Et, animé par Laurent Ruquier. Alors c'est vrai qu'il y a un message fort qui est le mépris le mépris social envers les ouvriers, mais je pense par les élites. Voilà, par les élites. Ouais. Mais je pense que c'est un tout petit peu décalé par rapport à son électorat de base. Alors peut-être qu'effectivement ça va lui servir à mordre un peu sur un autre électorat, mais il risque de perdre en contrepartie un certain nombre d'électeurs traditionnels du NPA qui vont trouver qu'il va trop loin dans le marketing entre guillemets politique. Olivier Rocan. Oui. Non, et puis sur le fond aussi, la dynamique de la LCR devenue NPA s'effondre à partir de 2004-2005 et surtout après. Et on a là, alors qu'à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait une résurgence du vote trotskiste qui ensuite, finalement, après le traité européen, progressivement rejoint, et ça c'est le travail de Jean-Luc Mélenchon, rejoint donc Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que le score promis là à Philippe Poutou, en dépit de son image, en dépit de ce travail, on va dire, assez cohérent aussi, même si c'est une évolution, donc ça se gère toujours avec des risques. Mais en dépit de ceci, le score espéré va rester faible par rapport à ce qu'ils obtenaient il y a 10-15 ans. Oui, on est loin quand même des scores de Besancenot qui étaient autour de 4, 4,5. Il en est quand même assez loin, même si on parle de Poutoumania aujourd'hui. C'est vrai que ce potentiel électoral, il s'est émietté de toute façon. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'ont pu dire certains commentateurs après le dernier débat, qui lui ont reproché d'être venu en t-shirt, en bras de chemise, sans cravate, de se retourner, de discuter avec ses camarades, etc. Il a bon. C'est un bon point que vous lui donnez, Florence Ilnikis. En tout cas, je dis que c'est cohérent. Je constate que tout cela est très réfléchi, que d'ailleurs il n'a cessé de communiquer sur les reproches qui lui étaient faits, sur la façon dont il s'est habillé. Il a systématiquement cherché à faire le buzz sur le fait qu'on lui reprochait sa tenue alors qu'il était habillé comme les Français. Tout cela, c'est très cohérent avec ce qu'il porte. Il est habillé comme les Français, message. Il parle comme les Français. C'était du pain béni pour lui, ces commentaires. Oui, exactement. Et il le savait très bien. Oui. On va parler de ce qu'il a proposé tout à l'heure. Tiens, il a répété, c'est une partie de son programme, plus de licenciements, interdiction de licencier, 32 heures par semaine travaillées, 30 heures pour les travaux pénibles, 300 € de plus pour tous, un SMIC à 1700 € et un revenu minimum, c'est-à-dire pour ceux qui ne travaillent pas, au même niveau, c'est-à-dire à 1700 €. Philippe Poutou souhaite des rapports sociaux différents. On va y arriver ? Bien, dans tous les cas, sa démarche procède encore de l'utopie qui caractérise
l'extrême gauche, et de ce point de vue, il ne renonce pas à une société civile plus pacifiée, plus horizontale. On le voit bien sur ce qu'il dit sur le travail. Certains de ses clips de campagne, d'ailleurs, sont axés sur la réorganisation du travail. Il faut se rappeler qu'une partie de ce trotskisme a beaucoup puisé aussi dans le mouvement autogestionnaire. Donc ça, il y a cet héritage. La recomposition des liens dans la société civile autour de cette idée sans chef, sans ordre, descendant. Donc ça reste un modèle politique qui est hostile à notre conception, ou à la conception 5e République, à la conception gaulliste du pouvoir descendante, assez autoritaire. Donc là, on est sur une contre-société, ce qu'on appelait dans les années 70 la contre-société. Tout cet héritage est là, et Philippe Poutou, là-dessus, il est dans la continuité. Carla Derolde ? Avec une petite différence peut-être, c'est dans la manière d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure dans l'émission, c'est le nombre de fois où il a employé le terme « discuter ». On va discuter, on discutera, etc. Ce qui est un petit peu moins dans la tradition trotskiste, je veux dire, qui était quand même la notion un petit peu de dictature du prolétariat, etc. Enfin, on prend le pouvoir et on impose une méthode révolutionnaire. Là, et j'ai l'impression que ça, c'est l'apport peu du NPA dans sa famille politique, et à Besancenot notamment, d'essayer d'être beaucoup plus effectivement dans l'autogestion, dans la démocratie. À LCR, on discutait plus qu'à LO. Oui, un peu plus, oui, c'est vrai. l'OCI, quand même. Oui, c'est vrai. Toujours été un peu enfin plus. Bon... Oui. Et s'il accède au pouvoir, ce sera que temporaire, parce qu'il supprimera là aussi le poste de président, comme il supprimera le Sénat. Tout ça, c'est très cohérent aussi. C'est cohérent, bien sûr, c'est très cohérent, sauf que moi, ce qui m'a un peu impressionné quand même, c'est qu'il n'a pas d'idée du détail du scénario. C'est-à-dire que ça va se faire il en discutera avec ses camarades. Voilà, ils en discuteront. Voilà. Florent Silnicki, que fera-t-il de l'Élysée ? Philippe Poutou, il a dit ce soir sur le plateau du 20h de TF1. Il en fera un musée du pouvoir à l'ancienne, corruption et compagnie. Ça aussi, c'est très bien que c'est pour épater la galerie, mais en tout cas, c'est le genre de petite phrase qui marche, ça aussi. D'ailleurs, il a pleinement joué le jeu de la communication politique. Il a préparé des formules, il a systématiquement ciselé ces formules pour qu'elles fassent le plus parler d'elles, et ça a fonctionné. Lui, il est le petit candidat qui a le plus compris qu'il fallait jouer pleinement l'exercice de la télé pour travailler son image, pour se construire un personnage politique sur l'échiquier politique, et il a au fond le plus joué le jeu s'il l'a dénoncé à certains moments, et ça a été relativement efficace du point de vue de son espace politique. Ce que vous nous dites, c'est que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, sûrement au regard de ses interventions et de ses prestations à la télé ou à la radio, c'est qu'il travaille, il prépare ses interventions, ses interviews. Bien sûr. Il suit des média training, des média coaching. En tout cas, manifestement, le Poutou qu'on a vu pendant les débats, très proactif, très réactif même d'ailleurs, c'est incontestablement un Poutou qui comprend les règles de l'exercice du débat télévisuel, qui en a appris les règles, qui s'est entraîné, et d'ailleurs, on l'a vu particulièrement, au fond, sensible à la façon dont il pouvait être perçu, au point d'ailleurs de se retourner pour demander très comment est-ce qu'on le percevait, ce qu'il devait dire, et tout cela, ça révèle l'attention qu'il porte à l'exercice, mais c'est un exercice qu'il a efficacement utilisé à son profit pour construire ou renforcer le personnage politique qu'il est. Un mot de conclusion, Karl Aderhold, sur Philippe Poutou avant de passer à un autre candidat. On voit un peu les progrès qu'il a fait par rapport à la précédente campagne, où il est beaucoup plus à l'aise avec l'exercice. Maintenant, moi, je pense que son espace politique est vraiment de plus en plus restreint. Entre deux autres candidats qui l'empêchent aussi bien sur sa gauche qu'un peu plus au centre, on va dire, qui l'empêchent de se développer, quoi. Alors parlons maintenant de François Asselineau. Lui, c'est le petit nouveau de ce scrutin présidentiel, fondateur, candidat de l'Union populaire républicaine. Lui, c'est le candidat de la triple sortie. Sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne et sortie de l'OTAN. Une dictature, dit-il, qui ne dit pas son nom. Qui s'y colle ? Olivier Roucan.
Oui, alors lui, il joue à plein sur l'homme qui dit non. Donc là aussi, et sur le style aussi, une volonté de ranimer le fantôme gaulien, avec toutes les réserves qu'on doit avoir sur l'utilisation de la mémoire. Mais enfin, c'est bien ce à quoi se livre Asselineau dans cette présidentielle. Donc non à l'OTAN, non à l'Europe, non à l'euro, sortie de l'euro. C'est bien de cela qu'il s'agit et c'est l'essentiel de son message. En fait, il ne parle que de cela. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit candidat, mais qui a les attributs des grands, c'est-à-dire qu'il a eu un très haut poste dans l'administration. Il est énarque. Énarque, donc il en a également les réseaux, hein, Oui. et il a un petit parcours politique. Là, vous nous expliquez comment il a obtenu les 500 parrainages. Alors, Ça peut aider. de ce point de vue, ça a pu l'aider. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu décalé de voir un petit candidat avoir le profil, j'allais presque dire type, du candidat de premier plan. Et avec une histoire politique également, et un petit passé politique. Donc c'est assez étonnant. Et dans son style, alors par contre, on sait très bien qu'il y a cette attente de régénération, de renouvellement. On va retomber sur des commentaires un peu comparables à ce que nous faisions. C'est-à-dire qu'il a un style assez magistral, assez austère, voire rigide, hein, parfois quand on le voit. Voilà, donc il apparaît pas, il fait pas d'efforts pour apparaître sympathique. On a parlé d'autres candidats et de leur charisme, mais c'est pas du tout la même veine. Bon voilà, et là aussi, alors on peut s'interroger sur la pertinence de la stratégie. Au vu des intentions de vote, même s'il faut rester très prudent. Mais par contre, il a une stratégie très efficace de collage d'affiches. Parce que dont on sait que c'est interdit en plus, mais il y en a partout. Sauvage. Sauvage. Oui, collage d'affiches sauvage. C'est vrai, Olivier a raison. Il a parmi les atouts de cette campagne une équipe de terrain, une équipe très fournie, de militants surmobilisés qui s'adonnent à l'affichage sauvage. Qui sillonnent la France. Notamment avec un message en revanche assez clair qui est le Frexit. Il a marketé avec une flèche. Un slogan, exactement. Ça démontre son volontarisme. Tout cela est pensé. Il a aussi une force que n'a pas d'ailleurs Jacques Cheminade. C'est sans doute d'ailleurs pour cela que la dynamique est plutôt favorable ou plus favorable à Asselineau qu'à Cheminade. Il a sur Twitter une communauté de tweetos très mobilisée en sa faveur qui le défend envers et contre tout. Il est très présent sur les réseaux sociaux ? Très présent. Il a une petite communauté surmobilisée et ça c'est évidemment un atout en sa faveur. Par ailleurs, on remarquera que lui, il a aussi assez peu maîtrisé l'exercice du débat télévisé. Il s'est enfermé dans une récitation d'articles, comme au fond, en première année de droit, un professeur d'université pourrait, article par article, détailler à ses étudiants qui découvriraient. C'est ce que les Français ont retenu de ses prestations aux différents débats. Ça nuit considérablement à la diffusion de ces messages et ça empêche complètement, au fond, ces messages de s'imprégner dans l'opinion publique. Carla Derolda. C'est vrai, mais il a sur Internet vraiment un fort écho où il a fait beaucoup de conférences sur tout un tas de sujets qui sont très, très regardés et très, très suivis. Et c'est vrai que ce côté austère le dessert auprès du grand public, mais le sert auprès de certaines franges de la population parce que ça lui donne une forme de sérieux et quand il parle du Frexit, tout d'un coup ça lui donne un caractère un peu possible, on va dire. En même temps, il y a une cohérence dans sa pensée à Asselineau puisqu'il a été... il a un passé politique, il a fait partie il a cofondé avec Charles Pasqua et Philippe de Villiers le Rassemblement pour la France contre l'Europe, donc il voulait sortir déjà de l'Europe. Donc il a vraiment eu toujours cette vision-là, des choses. Et d'une certaine manière, moi je pense que peut-être pas en termes de voix, mais en termes d'audience, il y a un écho à sa pensée, notamment au lendemain du Brexit, et que c'est une petite musique qui s'instille. Alors, peut-être que cette fois-ci, à cette élection, ça ne paiera pas, mais on peut penser que s'il se représente
la prochaine fois, ça ne sera plus forcément un petit candidat. C'est vrai qu'il a bénéficié d'ailleurs de cette, au fond, émergence d'un discours souverainiste, d'ailleurs que ce soit en France ou dans les États qui nous entourent, ça lui est extrêmement favorable et il surfe bien dessus. Il se targue d'avoir été dans les bagages, ou en tout cas dans les mêmes avions que beaucoup de nos présidents et de nos ministres à l'occasion de leur déplacement à l'étranger. En tant que quoi il y était? Quelqu'un le sait? Aux fonctionnaires. À quel titre? Aux fonctionnaires. Donc je pense que c'est dans ses missions à Bercy qu'il a pu, me semble-t-il, je parle sous votre... qu'il a pu avoir ce genre de relations et de missions. Alors je ne sais pas si le fait que son slogan sur le Frexit et son entame sur cette question lui garantit pour la fois prochaine ou pour l'avenir le développement d'un essor politique fulgurant, parce que c'est quand même un thème partagé. C'est un thème partagé et il y a quand même des gros là qui sont là-dessus depuis également longtemps et qui lui laisseront sans doute difficilement récupérer le thème. Ceci dit, par contre, il consolide. Il participe en effet à l'ancrage de cette musique, même si on voit dans les préoccupations de vote, et j'allais presque dire paradoxalement ou curieusement, que les questions de mondialisation et d'Europe sont tout à fait en bas du tableau, cette fois-ci. Ce qui pose un problème pour les candidats qui positionnent leur message central de campagne là-dessus, Olivier a raison. Et donc c'est également une des raisons pour lesquelles les grands candidats qui avaient été, dont c'était un marqueur, parlent moins de ce sujet. Alors vous dites que le Frexit commence à faire... la petite musique du Frexit commence à faire son effet, et qu'effectivement ce ne sera pas forcément pour cette fois-ci, mais lui est partisan donc de sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Il dit, c'est son credo, comment garantir l'indépendance nationale quand tous nos grands choix sont fixés donc par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale à Francfort et par l'OTAN. Ça aussi, ça commence à titiller un peu les oreilles. D'ailleurs, sur le coup de l'avion, juste, on pourrait dire une chose. Je vois chez lui comme un espèce de complexe du petit candidat qui veut démontrer qu'il peut faire aussi bien que les grands. Donc ça passe. Mais d'ailleurs, il le dit à chaque intervention. Oui, je suis un petit candidat, et puis il balance un peu sur ses adversaires, mais en revanche, je suis très grand en matière d'expérience professionnelle. Bien sûr, c'est son expérience professionnelle, son parcours universitaire ou scolaire, c'est sa capacité ou son expérience à avoir accompagné des dirigeants d'État, mais c'est aussi cette façon de répéter des articles comme pour montrer qu'il maîtrise l'environnement législatif. Tout cela, ça contribue à forger de lui l'image d'un candidat qui doute un peu et qui veut rassurer. Olivier Rocan. Non, ça doit être le tropisme du constitutionnaliste que je suis, mais qui me fait dire aussi que c'était pas Olivier pourrait lui faire un quiz. C'est pas inintéressant d'avoir un candidat qui rappelle que le président de la République veille au respect de la Constitution et que ce serait bien que chacun la connaisse bien avant d'entrer en fonction. J'espère qu'ils la connaissent tous. C'est vrai qu'il répond à chaque fois par des articles de code. C'est pas inintéressant. Mais moi, il y a autre chose qui me frappe aussi dans son discours, qui est aussi une petite musique habituelle, c'est son anti-américanisme. C'est-à-dire qu'il voit toujours la main de la CIA ou de Washington derrière. Et ça, combiné au Frexit, ça finit par faire une sorte de petite musique un peu complotiste aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et par les temps qui courent, je pense que malgré tout, alors je ne lui prédis pas un grand avenir politique, mais ça s'entend, quoi, disons. Et on sait d'ailleurs qu'il a entamé un travail sur le web pour faire en sorte de lisser son image et au fond décorréler ces accusations de complotistes qui pesaient sur son image, qui étaient portées contre lui. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui le distingue de Cheminade, qui, lui, est connu pour son lien avec les États-Unis. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau d'LCI. Objectif Élysée pour parler des petits candidats. Olivier Rocan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques. On montre une nouvelle fois la couverture de votre dernier ouvrage, En finir avec le président, aux éditions François Bourin. Karl Aderhold, merci aussi d'être venu. Historien, auteur de Droit d'inventaire avant élection, La gauche est morte, vive la gauche, et ça c'est chez First. Et enfin, Florian Silnicki, merci, expert en stratégie de communication, fondateur de La French Com.
L'info se poursuit, bien sûr, sur LCI.